Le président de la République Alassane Ouattara a signé ce lundi matin à la résidence de France le livre des condoléances après les attentats à France qui ont fait 17 morts. Le choléra continue de sévir dans plusieurs districts sanitaires du pays. Cette maladie a fait déjà des victimes. Par exemple, à Divo, 42 cas ont été enregistrés. 5 personnes sont décédées de cette maladie. En sport, football, la Côte d'Ivoire a battu un match amical le Nigeria par 1-0. C'était son premier match de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Et c'est ce lundi 12 janvier que les journalistes de la presse nationale et ceux de la presse internationale présentent le vœu au président de la République Alassane Ouattara. La cérémonie a lieu au palais présidentiel au Plateau. Le président de la République Alassane Ouattara a signé ce lundi matin à la résidence de France le livre des condoléances après les attentats en France qui ont fait 17 morts. Témoin à Ouattouré. Indigné et profondément choqué par l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo et les récents actes de violence qui ont endeuillé la France, le président de la République Alassane Ouattara, qu'accompagnait son épouse Dominique Ouattara, s'est rendu à la résidence de France pour manifester sa solidarité au peuple français, au président François Hollande et à la presse française. Le peuple ivoirien, dans son évolution démocratique, tient à apporter tout son soutien à toute la presse internationale. Et donc c'est un événement qui nous concerne tous et je voudrais donc réitérer mes condoléances, toute ma compassion au président François Hollande, à qui j'ai adressé d'ailleurs 2 messages de condoléances. Et mon ministre de la Défense, le ministre chargé de la Défense auprès du président de la République, M. Paul Kofi, a fait le déplacement à Paris pour participer au rassemblement qui a eu lieu dimanche. Il faut être tout à fait d'abord organisé, que les renseignements soient renforcés partout dans le monde, un échange d'informations à ce sujet, et aussi être intraitable, parce que ce sont des cas de violation des droits humains, donc éliminer des personnes tout simplement pour leur opinion est inacceptable. Donc il faut une plus grande concertation des chefs d'État parce que nous sommes tous concernés par ces actes de terrorisme. Tout près de nous, nous avons le cas du Nigeria avec Boko Haram qui fait des morts, des dizaines, des centaines de morts quasiment toutes les semaines. Donc nous nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme et nous continuerons. Le chef de l'État a par ailleurs appelé à la fermeté et à une forte coopération entre les États pour lutter efficacement contre le terrorisme. Justement, par rapport à la situation sécuritaire en France, ce lundi matin à l'Élysée, il y a eu une réunion autour du président français François Hollande en présence du Premier ministre Manuel Valls, des ministres de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, de la Défense Jean-Yves Le Drian, de la Justice Christiane Taubira et des responsables des services de sécurité de la France. Et plus de 10 000 militaires vont être mobilisés pour surveiller les zones sensibles en France. Marche républicaine en France contre le terrorisme. Elle a mobilisé des millions de personnes. 44 présidents et chefs de gouvernement étaient autour du président français François Hollande lors de cette marche. Alexis Ouedraogo. Mobilisation historique pour rendre hommage aux 17 victimes de la vague d'attentats qui a endeuillé la France. Mobilisation surtout pour crier halte au terrorisme. Près de 2,5 millions de participants dans toute la France, dont une 50aine de chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier sans distinction de race ni de religion. Parmi ces chefs d'État, de nombreux Africains, notamment Ali Bongo du Gabon, Boni Yayi du Bénin, Macky Sall du Sénégal et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta. La Côte d'Ivoire, elle était représentée par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi. Des mots, des pancartes pour faire reculer l'extrémisme religieux. Faites l'humour, pas la guerre. Je suis la liberté de vivre.
C'est l'encre qui doit couler, pas le sang. La liberté d'expression n'a pas de religion. Après la marche, le président français François Hollande et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rendus à la grande synagogue de Paris. Les deux dirigeants ont participé à une cérémonie d'hommage à toutes les victimes des attentats de Paris, parmi lesquels figurent 4 juifs tués vendredi par Hamdi Koulibaly, le preneur d'otages d'un supermarché Kasher de la capitale française. Le terrorisme est aujourd'hui un phénomène qui nécessite une mobilisation internationale. Sur le continent africain, à ce jour, près de 2000 personnes ont été tuées par Boko Haram. La communauté française vivant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ne sont pas restés en marge de cette action. Ils se sont rassemblés devant l'ambassade de France ici même à Abidjan pour exprimer leur soutien bien sûr à la France. Sidonie Waka Davila. Comme à Paris, la capitale française, la communauté française vivant en Côte d'Ivoire s'est rassemblée dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, pour rendre un vibrant hommage au 17 juillet des attaques meurtrières subies par la France ces derniers jours. Ce rassemblement montre la sympathie et la solidarité que nous exprimons à l'égard des 17 victimes de l'intolérance qui ont donc été victimes de ces attentats odieux à Paris. Mais en même temps, je crois que nous avons une pensée pour toutes les victimes de l'intolérance de par le monde. Vous avez appris ce qui vient de se passer au Nigeria. Une petite fille de 10 ans a perdu la vie dans un attentat de manière encore aussi odieuse. Donc je crois que ce soir, nous exprimons tous ensemble cette volonté de se battre, de se lever contre l'intolérance, de montrer que nous sommes forts quand nous sommes rassemblés. Et c'est le signe même de ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que toutes ces personnes sont rassemblées. Unis, rassemblés, chantant la Marseillaise et la Bidjanaise, sans distinction de race et de religion. De nombreuses personnalités des associations de journalistes présentes également pour défendre les valeurs de la République et de la liberté de la presse. Une rencontre silencieuse, ponctuée de témoignages et d'allocutions, dont celle de la ministre Afoussiata Bamba Lamine, venue délivrer le message du gouvernement. Il s'agit des libertés fondamentales qui sont touchées. Le droit de penser, la liberté d'écrire ce que nous voulons, la liberté de s'exprimer. C'est tout cela qui a été atteint. C'est une liberté fondamentale du droit de l'homme. C'est inacceptable. Mais en même temps, c'était un moment pour nous de communier aussi avec le peuple français, peuple ami, peuple frère de la Côte d'Ivoire et au-delà, le gouvernement français, pour lui montrer la solidarité du gouvernement ivoirien. Ce moment de vive émotion est partagé par l'ensemble du peuple ivoirien dont le président de la République a dépêché ce dimanche à Paris le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, pour cette marche de soutien et de solidarité. Dans le nord-est du Nigeria, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser hier dimanche, provoquant la mort de 4 personnes et en blessant une vingtaine sur un marché bondé de Potiskum. Setou Banoro de Fraternité ce matin a été désigné Super Ebony lors de la 16e édition de distinction des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Et on en parle avec Venant Seman Niamia. Banoro à Setou Banoro Fraternité matin. Eh oui, c'est elle la meilleure journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2014. Setou Banoro, journaliste au quotidien Fraternité Matin, vient ainsi de confirmer ses 18 ans de métier et d'acharnement au travail. Je suis très heureuse, aussi très émue, donc je ne sais pas si je vais avoir les mots pour dire ce que je ressens, mais je suis très émue. Super Ebony, prix Ebony du meilleur journaliste presse écrite, prix Diego Bailly de la meilleure enquête, Setou Banoro aura tout raflé avec ses productions qui ont su convaincre le jury. À côté d'elle, Adama Bakayoko de RTI Boaké lui obtient le prix Ebony du meilleur journaliste radio et le prix Sifka de l'agriculture, quand Michel Digré de la RTI remporte le prix Ebony du meilleur journaliste télé. Des productions de qualité reconnues par le jury qui se félicite des efforts consentis par les journalistes qui viennent ainsi de laver l'affront de l'édition précédente où le super prix Ebony n'avait pas été attribué. Dans les productions que nous avons reçues, il y avait quelques articles de belle facture, remarquables, tant par leur originalité que par le genre journalistique. C'était un défi de délocaliser le prix Ebony à Yamoussoukro. Le pari a été atteint et nous repartons satisfaits d'ici. La marraine de la cérémonie et le ministre de la Communication se réjouissent de la cohésion qui règne au sein des journalistes de Côte d'Ivoire avant de les inviter à demeurer professionnels. Le journaliste
n'est pas une pâte à modeler et à manipuler. C'est cette conviction qui explique que j'associe mon image et parraine cette soirée du mérite. Au moment où d'importantes actions sont réalisées dans les secteurs des infrastructures, de la presse, des transports, bref, dans tous les domaines, je ne peux encore une fois qu'inviter les journalistes à accompagner ces projets par la critique constructive et non dans la négation des efforts consentis par le gouvernement. Outre les différents ébonies, Emmanuel Kouassi de Fraternité Matin obtient le prix Maurice Bandama de la culture, Emeline Peye Amangwa, le prix Nadir Hayes de l'économie, Bidélor Nesmond de Nord-Sud Quotidien, le prix BIT pour la lutte contre le travail des enfants et les prix Joseph Diomandé du meilleur reportage et Jean-Pierre Aye de la meilleure interview reviennent respectivement à Théodore Kouadio de Fratmat Info et Élisée Yao de Soir Info. Le Super Ebony gagne un véhicule neuf, un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA, 1 million de francs CFA offert par l'UNJCI et également 1 million de francs CFA offert par la mairie de Yamoussoukro. Chaque lauréat du prix Ebony a reçu un chèque d'1 million de francs CFA. Tout à fait autre chose, le continent africain séduit le monde des affaires. De belles performances ont été réalisées au cours de l'année 2014. On en parle avec Adama Kodé. Le milieu des affaires reste attentif aux performances réalisées par le continent africain. Selon la Banque africaine de développement BAD, les apports financiers extérieurs, dont crédit et investissement, ont passé le cap des 100 000 milliards de francs CFA en 2014, soit 4 fois le montant de 2000. De fait, le continent noir affiche une santé économique des plus solides dans le monde. Les institutions internationales sont unanimes sur le fait que l'Afrique, avec un taux de croissance annuel de 4,8 à 5,1%, fait mieux. À l'origine de cette embellie, plusieurs facteurs. D'abord, la bonne tenue des cours des produits de base sur une bonne partie de l'année. Pour exemple, le cacao a enregistré une montée de plus de 13% en 2014. Ensuite, l'on assiste à une percée d'une classe moyenne. Toute chose qui conduit à une forte demande intérieure, doublée d'une affectation des dépenses publiques vers les infrastructures indispensables au développement du continent. Enfin, les experts constatent une amélioration de la gouvernance et de la gestion économique traduite par la stabilité des soldes budgétaires. Tous ces facteurs sont autant d'éléments de séduction que les pays africains n'hésitent pas à mettre sur la table face aux investisseurs étrangers. Toutefois, le défi majeur reste le développement, c'est-à-dire la transformation de toutes ces données macroéconomiques en réalité quotidienne pour les populations, ce qui nécessite l'accélération de la révolution structurelle en diversifiant l'économie et en mettant un accent particulier sur l'industrialisation. En clair, l'Afrique doit pouvoir se donner les moyens de parvenir à une croissance inclusive. Deuxième grand titre de cette édition, le choléra continue de sévir dans plusieurs districts sanitaires du pays. Cette maladie a déjà fait des victimes. Par exemple, à Divo, 42 cas ont été enregistrés et 5 personnes sont décédées de cette maladie. Grâce Kando. Divo, ville située dans la région du Lot-du-Bois, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au centre hospitalier régional CHR, salle d'isolement des malades du choléra. Au nombre de 4, ces patients se portent mieux. Depuis 3 chargés d'eau à 25, quand j'ai pris en même temps, j'ai eu la diarrhée. Je me sens bien, ça va maintenant. La diarrhée, bon, ça va. Les médecins, voilà, nous ont bien suivis. Ils sont occupés de nous très bien. On a eu des médicaments gratuits. Nous sommes allés à la fête le samedi, je suis parti. Maintenant, je suis revenu le dimanche. Maintenant, c'est dimanche que ça a commencé. Normalement, avec les gens, c'était diarrhée comme ça. Donc, c'est vendredi, mon père est venu avec moi à l'hôpital ici. Ils ont dit que c'est choléra. Je me sens bien. C'est une épidémie de choléra qui sévit dans le département de Divo depuis plus de 2 semaines. L'épidémie a commencé le 22 décembre. Jusqu'à hier, 9 janvier, nous avons enregistré 42 cas. Il faut savoir que sur ces 42 cas, on a eu 5 décès. Mais du 22 décembre au 27 décembre, c'est là que nous avons enregistré ces 5 décès. Donc depuis le 27 décembre, on n'a plus de décès. Dès le déclenchement de cette épidémie,
Une politique de prise en charge des patients a été mise sur pied. Dès que nous avons reçu les premiers malades, tous ils ont été pris en charge parce que nous avons reçu en même temps une grande importante dotation en produits pharmaceutiques, ce qui nous a permis rapidement de réhydrater les malades que nous avons reçus. Tout a commencé dans ces deux villages, Guileyiri et Tablegikou, situés à 12 km de Divo. J'ai reçu un cas de diarrhée vomissement. Même jour encore, j'ai reçu un deuxième. Donc tout de suite, ça a attiré mon attention et j'ai informé le district. Et immédiatement sur le district aussi, en tout cas, s'est dépêché, envoyé une équipe sur place pour venir voir effectivement ce qui se passe. Et lorsqu'ils sont venus, vraiment, les cas ont commencé à se multiplier. On ne sait pas d'où la maladie vient. Une année, il y a les moutons du village, des villages qui sont morts, sauf les poulets qui ne sont pas morts. On boit l'eau du château, mais il y a certaines personnes incontrôlées qui boivent l'eau de marigot ou bien de puits. Donc on ne peut pas dire effectivement tout le monde boit l'eau du château. Parce que si tu n'as pas les moyens pour aller payer de l'eau, tu es obligé d'aller prendre l'eau de puits ou bien de marigot. Pour freiner l'avancée de cette épidémie, les autorités préfectorales ont pris des mesures urgentes. Dans l'immédiat, nous avons pris des mesures telles que demander à tous les malades de se rendre au centre de santé et au CHR pour une prise en charge gratuite. La mesure urgente que nous avons prise, c'était de fermer tous les puits si c'était incriminé. Malheureusement, aujourd'hui, se pose un problème de moyens financiers pour du carburant, pour qu'on puisse aller fermer les 24 trous. Aujourd'hui, notre problème, c'est de faire en sorte de prendre les mesures à court terme. Donc il faut que nous puissions créer dans ces quartiers de bonnes fontaines. À cela s'ajoutent des actions préventives menées sur le terrain, à savoir la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la désinfection des ménages et la gratuité de l'approvisionnement en eau potable. Il reste maintenant aux populations d'appliquer toutes ces mesures pour l'éradication complète du choléra. 5 ans après le séisme qui a dévasté sa capitale, Haïti tente toujours de se reconstruire, mais les efforts du pays sont ralentis par une épidémie de choléra. Regardez. Encore une patiente pour ce centre de traitement du choléra à Port-au-Prince. Cette femme rejoint ici plusieurs douzaines de personnes souffrant de la maladie. Le virus est arrivé en Haïti quelques mois après le tremblement de terre dévastateur de 2010 et a tué 9000 personnes supplémentaires. Ceux qui sont ici ont de bonnes chances de survivre grâce à l'encadrement médical, mais la peur d'un nouveau départ d'épidémie est toujours présente. Comme dans ce quartier, aux alentours de la capitale, où une équipe de décontamination s'affaire. On a un cas ici, on fait la décontamination du foyer où trouve le cas. Après, on a fait la décontamination de 20 maisons les plus proches. C'est ça le cordon sanitaire. Le patient infecté a pu recevoir des soins, mais les habitants du quartier vivent constamment sous la menace de la maladie. Regardez, j'étais comme ça, en train de ramper comme un bébé à 4 pattes. Voilà mon état lorsque j'étais malade. Vous êtes déshydraté, vous perdez beaucoup d'eau. Les agences des Nations Unies et le gouvernement haïtien pratiquent aussi la prévention. Ils distribuent des cachets pour purifier l'eau ainsi que des brochures pédagogiques. Pendant ce temps, l'origine de la maladie sur l'île demeure un sujet de controverse. La souche du virus retrouvée à Haïti correspond à des souches identifiées au Népal, pays où stationnaient des troupes des Nations Unies peu avant le début de l'épidémie. Pour certains, les mauvaises conditions sanitaires dans les campements des casques bleus sont la cause de la propagation du choléra. Même si c'est très difficile de prouver sans l'ombre d'un doute que les Nations Unies sont responsables d'avoir introduit le virus, il est évident qu'ils ont tout fait pour effacer les traces. Un procès des victimes du choléra en Haïti contre l'ONU est en cours à New York, mais pour le représentant local de l'OMS, les accusations ne font que détourner l'attention des problèmes du pays. Ce qui me préoccupe vraiment, ce n'est pas qui est-ce qui a amené le choléra, car nous vivons dans un monde libre où tout circule.
Ce qui me préoccupe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le risque du choléra, le risque de la rougeole, nous avons le risque de toutes ces autres maladies et les investissements pour la prévention sont absents. L'OMS, le gouvernement haïtien et Médecins sans frontières poursuivent leur coopération pour combattre le virus du choléra. Mais 5 ans après le tremblement de terre, les organisations d'aide ont de plus en plus de mal à lever des fonds. Sans nouvel élan de solidarité, Haïti pourrait être forcé d'affronter la maladie encore bien longtemps. Revenons en Côte d'Ivoire. Le village de Kouban, dans la région du Folon, dispose désormais d'un centre de santé construit avec le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Il va éviter aux populations de parcourir des kilomètres pour se faire soigner. Alexis Ouedraogo. Le développement impulsé par le chef de l'État pour l'atteinte de l'émergence passe par les contrées les plus reculées du pays. Les cadres de Kouban, village de la sous-préfecture de Tienko dans le département de Minignan, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'ont bien compris. Après l'obtention de l'électrification, la mise en service d'un château d'eau et la construction d'une école maternelle primaire, la construction d'un centre de santé s'imposait. Les cadres de Kouban viennent de se satisfaire de ce besoin. Il y a un besoin en matière de santé qui n'était pas satisfait. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus pour que ce centre de santé puisse voir le jour. Et Dieu merci, grâce à la compréhension des autorités de ce pays, nous avons pu réaliser ce centre qui aujourd'hui est à la disposition de nos parents. Et finalement, ça va raccourcir les lieux, les lieux où ils peuvent se soigner. Parce qu'il fallait partir d'ici jusqu'à Tienko, ou bien Tienko aller à Kamangoué, quitter là où aller jusqu'à Odiéné. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici à Kouban et dans les environs n'auront plus vraiment à se déplacer au-delà de 5 km. Un centre de santé comprenant une maternité, un dispensaire, une pharmacie, un laboratoire ainsi qu'un groupe électrogène et 2 panneaux solaires pour l'alimentation en cas de coupure d'électricité. 3 villas ont même été mises à la disposition du personnel soignant. Le fait que les soins soient payants dans le centre de santé lui garantira une gestion dynamique. Il s'agit d'une structure qui a été construite par l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui mettra les fonctionnaires à la disposition du centre pour son fonctionnement. Il y aura une prestation payante parce que, comme dans tous les centres de santé, les patients doivent s'acquitter d'une somme forfaitaire qui a été fixé par les textes pour les consultations, les hospitalisations et les accouchements. Donc ce sont ces fonds-là qui vont constituer les ressources propres du centre. Des réalisations qui font la joie des populations. C'est une joie pour nous, en ce sens que le développement repose sur un certain nombre de piliers, dont la santé. Vous savez qu'on ne peut rien faire si on n'est pas en bonne santé. C'est des hommes qui sont en très bonne santé, qui permettent de transformer la nature, de lutter contre les difficultés et de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Avoir un tel œuvre dans son village, c'est vraiment une fierté. Voilà. Donc cette fierté, nous la dédions à un cadre de ce village, qui, du jour et de nuit, est impliqué dans tout ce qui concerne le développement de notre village. À vrai dire, il faut dire que le village est en train d'être modernisé. C'est vrai que la modernisation ne peut pas être parfaite, mais ce que nous voyons aujourd'hui, on voit qu'il y a une amélioration. Ce village de près de 1500 habitants dispose désormais des atouts considérables et indispensables à son développement. À travers Kouban, qui n'est qu'un village, c'est toute la région qui en profite. Kouban est sur la voie de l'émergence parce qu'à partir du moment où vous avez une école, un centre de santé équipé avec un château d'eau et puis l'électrification, mais vous avez tout ce qu'il faut pour une ville. Le village de Kouban, qui se situe dans la région du Folon, a attendu 20 ans avant de connaître les prémices du développement. Les inspecteurs d'orientation ont désormais un guide pratique, un document de référence qui décrit les activités de l'inspecteur d'orientation tant au centre de l'information qu'au sein de l'établissement secondaire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique le a remis, et ce guide, Grace Kando.
Les inspecteurs d'orientation ont pour mission, entre autres, d'encadrer et de conseiller l'élève en vue d'opérer des choix judicieux de carrière en conformité avec le marché du travail. Cependant, la question de l'uniformisation des pratiques et des méthodes de travail de ce personnel d'encadrement se pose avec acuité. Les inspecteurs d'orientation, c'est une fonction nouvelle dans nos structures. Jusque-là, c'était des attributions qui étaient réalisées par d'autres types de personnel, notamment les éducateurs ou les inspecteurs d'éducation. Et donc, avec leur arrivée, il y a eu quelques difficultés quant à la bonne maîtrise de leurs attributions. Si bien qu'on avait quelquefois quelques frictions, quelques difficultés quant à la bonne gestion, n'est-ce pas, de leurs activités. Pour pallier cette insuffisance, un guide pratique de l'inspecteur d'orientation vient d'être édité. Il présente les outils et instruments d'encadrement. L'orientation scolaire est un chapitre particulièrement important dans la gouvernance de l'école. En donnant à chaque enfant des clés pour une formation adaptée à son profil personnel, elle contribue à l'efficacité interne de notre système en réduisant l'échec scolaire. Le guide va être mis à la disposition des acteurs. Il va y avoir des séances de formation à l'utilisation de ces guides. Il faut qu'on ait une compréhension commune de contenu du guide pour que son utilisation soit aisée. Ce sont plus de 2000 exemplaires du guide pratique de l'inspecteur d'orientation qui ont été confectionnés. Une action à laquelle les éditions Nei-Seda ont participé. À cet effet, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a rendu hommage à son directeur général, Guy Lamblin, pour sa contribution à la redynamisation de l'école ivoirienne. Désormais, les villages où fleurissent les activités commerciales constitueront des sources de revenus du conseil régional de Gbeke. Les conseillers ont planché sur le sujet lors de la 4e session de ce conseil régional. Il a également été question des réalisations de l'année 2014. Charles Tatou, RTI Boaké. 4 départements composent la région de Gbeke, à savoir Boaké, Botro, Béoumi et Sakassou. Avec l'avènement des conseils régionaux, l'espoir est permis pour le redécollage de la localité économique. Ces gros villages constitueront désormais des sources de ressources propres du conseil régional. Par conséquent, des taxes de recettes y seront imposées. L'annonce a été faite au cours des travaux de la dernière session du conseil régional. Travaux dominés par le bilan des réalisations. Les taxes que perçoit le conseil régional, ce sont des taxes qui sont en dehors du domaine communal. Parce que les taxes qui sont dans le domaine communal sont des ressources de la mairie. Par exemple, les taxes sur les marchés, le conseil régional ne va pas percevoir les taxes sur les marchés de Boaké. Mais par contre, le marché des villes autour de Boaké, en dehors de la commune, le conseil régional peut percevoir des taxes sur ces marchés-là, puisque la commune ne perçoit pas là. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Le bilan fait ressortir plus d'1 milliard de francs CFA investis dans les réalisations d'infrastructures économiques, sanitaires et scolaires. Par exemple, le reprofilage de près de 100 km de pistes, la réhabilitation des pompes villageoises, la réalisation de 7 forages, l'électrification de certains villages et la construction des salles de classe. On a réhabilité entièrement l'hôpital de Sakassou, avec équipement y compris. On a payé des ambulances. Mais là, ça ne passera pas sous silence. Il y a 4 départements. Les conseillers régionaux de Gbeke ont aussi planché sur le budget primitif de l'exercice 2015. Il s'élève en recettes et en dépenses à la somme d'1 milliard 810 millions de francs CFA. En sport football, pour terminer, la Côte d'Ivoire a battu un match amical le Nigeria par 1-0. C'était son premier match de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Pour son premier match de préparation, la Côte d'Ivoire est venue difficilement à bout d'une jeune équipe du Nigeria. Les éléphants, avec un rythme de jeu moyen et sans danger, n'ont véritablement pas inquiété les champions en titre. Ils n'ont d'ailleurs réussi à trouver le chemin de filet que suite à un bel exploit individuel de Théo Téchèque à la 84e minute.
Le sociétaire de Newcastle pénètre dans la surface de réparation adverse et offre la balle de la victoire à Salomon Kalou qui ne rate pas son tir. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Malgré ce succès, les poulains des Verts-Renards, qui n'ont pas été brillants et qui ont constaté perplexe la sortie sur blessure du Stéphanois Max Alain Gradel après un tacle appuyé, devront travailler encore plus pour leur deuxième et dernier match amical jeudi 15 janvier contre la Suède. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.